France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes et à tous sur France Maghreb 2 et l'émission du mercredi après-midi Parler lecture avec Mohamed Koussa. Alors l'idéal ce serait qu'on détrône le Club Dorothée à un moment donné de notre vie dans l'émission, parce que le mercredi après-midi on était tous vautrés sur nos canapés à attendre Jackie, Dorothée, Patrick et Ariane et Framboisier. Et aujourd'hui on vous parle un peu de lecture pour vous encourager à lire, à vous cultiver, à nous cultiver, et de le faire un peu de manière un peu déjantée, pas à la manière encore de Bernard Pivot, parce que on n'a pas encore le niveau, hein, mais on espère un jour arriver à ce niveau-là, et pourquoi pas passer au prix Goncourt. Alors avant de passer à notre invité du jour, Sabile Roussoub, auteur du livre Le Nez Juif aux éditions de l'Antilope, une petite information, sachez qu'il y a eu hier les championnats du monde de lecture rapide à Hong Kong. Alors bravo à l'équipe de France qui s'est bien illustrée avec plusieurs médailles, en particulier Jérôme O'Haraud. Et oui, chers auditeurs, Jérôme O'Haraud, ce nom ne vous est pas inconnu parce que nous l'avons reçu ici sur les ondes de France Maghreb 2 pour son livre sur les soft skills. Et donc Jérôme O'Haraud, c'est pas directement de la lecture rapide, mais il a fait des médailles dans ce qu'on appelle les cartes mentales. Donc on a une discipline dans les championnats du monde qui est la carte mentale. Alors ce sujet-là sera traité bientôt, même si je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Autre personne à l'honneur, Cyril Maître. Donc Cyril Maître qui est spécialiste de ce qu'on appelle la facilitation graphique. Donc c'est un formateur en mind mapping, dans tout ce qui est le dessin au service de l'idée. Et j'ai eu l'honneur de le coacher pour cette formation, pour cette compétition au championnat du monde. Alors il n'a pas fait de podium en lecture rapide, mais il a quand même eu une médaille d'or dans le mind mapping et je l'en félicite. Alors bravo aussi à la performance d'un collègue animateur de radio sur une autre antenne qui est Philippe Robuchon, qui fait la meilleure performance pour les Français puisqu'il arrive 3e au classement général. Il a gagné dans la catégorie adulte, mais au classement général il est arrivé 3e, ce qui est exceptionnel. Et bravo quand même au détenant du titre, un Chinois dont je ne connais pas le nom. J'ai pas réussi à voir en fait son nom. En tout cas, bravo à lui. Voilà. Alors, le titre du livre auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est Le Nez Juif. Alors, le Nez Juif, symbole de la moquerie sur les Juifs, mais aussi sur les Arabes. C'est le symbole de la caricature physique. On recherche des caractéristiques physiques pour repérer des groupes humains et les caractériser, et les résumer. Le nez crochu pour attraper les billets de banque, maintes fois cité dans les films et dans l'inconscient, parfois antisémite, souvent antisémite français. Peu de peuples ont le privilège d'avoir une reconnaissance physique aussi claire que les Juifs. Et nous avons eu la chance d'avoir un auteur qui a réussi à trouver un point commun entre les Arabes et les Juifs. Voilà. Et c'est justement ce que je voulais, de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà. Alors, Sabile Roussoub, bonjour à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, ça fait plaisir de recevoir des auteurs, surtout sur un sujet qui est aussi original. Voilà, moi j'ai lu le livre, j'ai vraiment pris plaisir à le lire parce que il est simple d'écriture, ouais. Pas simpliste, pas simplet, mais simple d'écriture, ce qui donne envie de lire en fait. Hein. Parce que des fois quand on tombe sur des livres qui sont assez compliqués dans la forme, ça donne pas envie de lire. Et qui ne trahit pas du tout le message que vous voulez faire passer dans le livre. Alors, avant de parler du livre lui-même, on aimerait bien plus vous connaître, parce que c'est une petite tradition de savoir à qui on a affaire. Alors, vous êtes né en France ou au Liban? Je suis né à Paris. À Paris, ok, d'accord. Mes parents sont nés au Liban, ils sont venus en 74 à Paris à la base pour étudier 1 an, et la guerre a commencé en 75, ouais. Et donc ils avaient l'espoir d'y retourner à chaque fois, et donc la guerre a continué, et finalement ils sont restés à Paris. J'ai un grand frère qui est né en 77, et depuis ils sont restés là. Et vous êtes né en quelle année? Moi je suis né en 88. 88. Ah ouais, non, ça fait pas longtemps. C'est bien. Des jeunes qui écrivent des livres, c'est extraordinaire. Alors vous avez appelé ce livre le Nez Juif. Pourquoi l'avoir appelé Le Nez Juif? Je pense par provocation et par évidence, c'est un peu comme un fil conducteur dans tout le bouquin. Je pense que c'est ce qui fait que le bouquin commence, c'est le premier chapitre, et on y revient tout le temps. C'est-à-dire même jusqu'à la fin du livre, on y revient. C'est comme il avait besoin, donc le personnage avait besoin de comprendre ce fameux nez juif, lui qui était d'une famille libanaise, qu'est-ce qu'il représentait pour lui, qu'est-ce qu'il représentait aussi pour sa famille, et qu'est-ce que finalement d'une souffrance de jeunesse un peu simpliste, c'est-à-dire d'un défaut physique qui le dérangeait, comment il a pu en faire une force en fait. Et j'espère. Non mais c'est vraiment bien décrit dans le livre. Et
L'histoire du nez, en fait, moi, ça m'a fait penser à Cyrano de Bergerac un petit peu, le Cyrano de Bergerac libanais. Alors, voilà, il y a plein Je sais d'expressions. pas si c'est si bien écrit, mais en tout cas. Non, bah attends, on verra par la suite, hein. On verra par la suite. Mais en tout cas, non, c'est vraiment bien parce que c'est un sujet quand même qui est pas facile à traiter. Ouais. C'est les Arabes, les Juifs, Israël, la guerre, etc. C'est toujours, on a peut-être peur en tant qu'écrivain des fois de glisser soit dans la caricature, de prendre position sur l'un et l'autre, ce que moi je ne retrouve pas du tout dans le livre. Et d'ailleurs j'invite les auteurs à le lire. Et d'ailleurs si vous voulez participer à l'émission et gagner le livre, appelez au 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour participer au quiz. Donc les questions, vous avez déjà eu l'occasion de les écouter. Il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un pour vérifier les questions. C'est pas le bac, c'est pas le brevet. C'est vraiment très simple et vous aurez la chance de pouvoir lire ce livre. Alors une question, voilà, on n'est pas encore rentré bien dans le livre, mais au niveau de votre scolarité, vous étiez plutôt un bon élève ou pas? Non, moi ou le personnage? Non, vous d'abord, et après le personnage on verra. Moi j'étais bon au primaire et après j'étais une catastrophe. C'est-à-dire une catastrophe? Très mauvais. En fait, j'allais pas en cours. Je faisais très peu. Je faisais le minimum pour passer les années, mais bon, j'ai redoublé. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas, quoi. Et vous aviez conscience de pas faire ce qu'il fallait? J'avais conscience d'avoir envie de faire autre chose. En fait, j'avais envie d'être dans l'action, de faire des choses. Très petit, je commençais à organiser des choses. J'ai organisé des concerts pour des groupes libanais. J'avais 17-18 ans. J'avais ramené des groupes qui étaient vraiment encore inconnus à Paris. Des groupes? Ouais, Soap Kills, Zed Hamdan, Yasmin Hamdan. Quel type de musique c'est? Alors Yasmin Hamdan, maintenant elle est assez reconnue à Paris. Elle faisait alors on dit que c'est le premier groupe de trip-hop dans la région, même pas qu'au Liban. Et après ils faisaient de la folk pop libanaise. Parfois ça s'approchait, reprenait parfois Kulsoum un peu en électro, mais voilà ce genre de musique. Ouais. Et donc ouais, j'ai très vite compris que j'avais besoin d'être dans l'action et que finalement l'école à Paris ça me concernait pas. Là en grandissant, je commence à comprendre, c'est-à-dire que j'aurais voulu apprendre l'histoire du Liban. Je suis un mec qui voulait comprendre l'histoire de cette région et voilà, on m'apprenait l'histoire de la France et forcément Vercingétorix et compagnie, ça me touchait moins. C'est normal. Après, c'est normal qu'on enseigne ça aussi en France. C'est tout à fait normal. C'est l'histoire nationale. On a Évidemment besoin de créer une unité nationale à travers une histoire commune. Et pourquoi je vous pose la question sur la scolarité? On a un exemple de quelqu'un qui écrit quand même, malgré, en fait, vous me dites c'est une catastrophe. Moi, pour moi, c'est pas une catastrophe parce que je pense, et on est plusieurs à penser comme ça, que tout est expérience, en fait. Ouais. Et qu'à partir du moment où on a des réussites, mais c'est pas n'importe qui, en fait, qui peut monter des groupes de musique ou organiser des choses. Et ça, c'est peut-être une chose que l'éducation nationale s'est rendue compte il y a peu de temps, c'est qu'il y a des élèves, les rester assis à écouter quelqu'un d'assez grand qui fait blablabla, au bout d'un moment, quand on est quelqu'un mu par l'action, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et il y a plein de gens qui sont peut-être artistes dans l'âme ou qui pourraient, je dirais un peu plus manuels. On pourrait leur donner, eux, des choses à faire sans négliger le côté lecture, enfin un minimum, la lecture, l'écriture, l'histoire, les mathématiques. Et donc voilà, encore un exemple, parce que quand on avait fait le trip un peu, enfin l'émission sur le prix Goncourt, il y avait plein de gens du prix Goncourt, des gens du jury qui n'étaient pas bons à l'école. Et je disais aux élèves, les élèves qui nous écoutent, si vous êtes mauvais à l'école, vous allez peut-être finir par être jury du prix Goncourt ou d'écrire un bouquin. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et ensuite, par la suite, vous avez fait des études supérieures? J'ai tenté par-ci par-là. Il y avait une petite problématique, c'est que je voulais faire de l'art, mes parents voulaient pas que je fasse de l'art. Quel type d'art? Je voulais faire de l'art, je voulais rentrer aux Beaux-Arts, moi je voulais présenter ça. Il en parle dans les Beaux-Arts, il en parle? Non, de la côté artistique. Ah oui, du côté artistique, Et avec les parents, c'était pas possible. Moi, pour raison personnelle, mon frère faisait de la musique. Et en fait, ils lui ont laissé son espace pour faire de la musique. Il a pas réussi. Et donc, en fait, ils ont pris peur avec moi. Et donc, forcément, moi, on a raté avec quelqu'un, faut pas qu'on se loupe avec quelqu'un d'autre, Ça, c'est l'inquiétude des parents, ça. On les changera pas. Ah, non. On peut même les comprendre. Et vous avez des enfants ou pas? Non, j'ai pas d'enfants. Non, pas encore. Et si vous le dites que je veux de faire artiste ou qu'est-ce que vous allez leur dire? Je les encourage et en même temps je leur dis faites gaffe. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez l'expérience, ce qui est très bien. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission. N'hésitez pas. Vous pouvez appeler pour poser une question à notre invité si vous en avez envie. Ou alors, si vous voulez participer au quiz de fin d'émission, écoutez bien les différentes informations. On va se retrouver après une petite page de publicité. Par les lectures. Mohamed Koussa.
sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 avec Rabbi Jacob et Rabbi Seligman. Rabbi Seligman, il va danser. Je sais pas si vous vous rappelez de ça avec Louis de Funès, un film qui a bercé notre enfance. Vous avez remarqué, je parle souvent de deux personnages dans mes émissions. C'est soit Jean-Claude Van Damme, soit Louis de Funès. Voilà. Chacun ses références. On ne juge pas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, on se retrouve une fois de plus avec notre invité, Sabile Roussoub, auteur du livre Le Nez Juif aux éditions de l'Antilope. C'est votre premier roman? Ouais, c'est le premier. Alors on peut espérer une suite ou un autre livre, ou alors il faut pas dévoiler les projets peut-être. Si, je peux en parler. Il y a, je sais pas, c'est un peu une suite du même personnage. Je suis en train de travailler dessus et pour l'instant c'est une sorte de huis clos, c'est un interrogatoire à l'aéroport Ben Gurion. D'accord, ça c'est un peu peut-être la suite avec ces histoires de il veut rentrer dans le Mossad, parce qu'au bout d'un moment pour vous parler un peu de du personnage, donc on a un personnage qui s'appelle Aleph, donc il vit des péripéties, tantôt il se retrouve aux États-Unis, tantôt il se retrouve en Turquie, au Liban, la France, etc. Et au bout d'un moment il a une idée complètement saugrenue en tant que bon arabe qu'il est, c'est de rentrer dans le Mossad, qui est les services secrets israéliens. Alors pourquoi cet épisode par rapport au Mossad? Alors ça c'était un truc qui me fascinait, je me demandais en fait à ce moment-là pourquoi il y a tant d'Arabes même haut placés qui étaient rentrés dans le Mossad et qui avaient bossé pour le Mossad. Et j'essayais de comprendre, qu'est-ce qu'il fait. Moi j'arrivais pas à comprendre. C'est-à-dire que moi j'étais là pour que j'aille m'inscrire au Mossad. Qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie? Parce qu'il veut s'inscrire en fait. Il va en ligne. Oui c'est ça. Il va en ligne et il remplit. Il s'inscrit comme s'il allait s'inscrire à la fac. Exactement. Ouais. Ça j'étais allé voir le site pour voir est-ce qu'on peut s'inscrire. Je suis allé voir tous les sites. Je me suis dit je vais aller voir celui du Libanais, des Français. Comment on fait pour chacun des pays? Et donc le Mossad c'est le seul qui te donne. Donc tu rentres dedans. Il y a français. Non c'est en anglais, en arabe, en hébreu et en persan et tu remplis une première fiche et en fait moi j'étais fasciné par ça et je me disais donc il y a le personnage dont je parle qui est un des fils du fondateur du Hamas qui était devenu un espion du Mossad. Ils en ont fait un documentaire et dernièrement j'ai découvert que le gendre de Nasser, le président égyptien, avait travaillé pour le Mossad et le point commun à tous ces gens c'est quoi? C'est qu'en fait ce que j'ai remarqué c'est que c'était c'était un truc avec la famille. C'était une sorte de vengeance par rapport à la famille, par rapport aux gens, le cercle le plus proche de soi. Ouais. Et c'était par rapport à ça que le mec allait en fait finalement travailler pour les autres. Et donc c'était pas des idées politiques, c'est pas parce que le mec était devenu pro-israélien ou pro... Ouais, bien sûr, c'est pas une question de position. Exactement. C'était plus une réponse à un environnement psychologique, familial, la pression. Mais c'est peut-être un peu aussi le parallèle qu'on peut faire pour parler du livre. C'est le Nez Juif, sa mère le traite en fait, lui dit le petit Yahoud, t'as un nez de juif, etc. Et justement, lui, il a une histoire avec une juive à un moment donné. Il y en a plusieurs. Ouais, mais justement, cette histoire, c'est le fait que sa mère, justement, l'insulte, quoi, lui. Et on peut comprendre qu'un enfant, quand ça vient de ses parents ou des gens qui sont très proches, de le vivre particulièrement mal, parce c'est l'ennemi, en fait, implacable. On le qualifie avec une caractéristique physique de l'ennemi implacable. Et lui, une sorte de rejet, quoi. Exactement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans la même démarche là de ce qu'on vient de citer avec le Mossad, c'est qu'il va aller avec des filles juives. Ouais, exactement. Ouais. Il est attiré par les juifs. Il sort avec une juive très jeune. Alors c'est drôle parce que la juive est justement très pro-palestinienne. Ouais. Et elle a un portier Yasser Arafat au-dessus de lui et lui savait pas trop encore ce que c'était. Ouais. Donc il découvrait un peu en fait en plus même la cause pro-palestinienne à travers une juive. Et oui, c'est ça. Il va toujours à l'encontre. Il va à l'encontre par rapport à la famille et par rapport même à son oncle. Son oncle qui était une sorte de résistant de la cause palestinienne au Liban. Ouais. Et en fait, il vit une déception. C'est-à-dire qu'il l'idéalisait. Ouais. Enfin, pour moi, j'avais pris un peu en référence, c'est en Iran, c'est avec Persépolis de Marianne Satrapi. Oui. En fait, espèce d'oncle idéalisé qui est communiste, laïque, beau, intelligent, pour les libertés. Et en fait, il avait cet oncle aussi qui fantasmait, mais côté libanais. Ouais. Et en fait, comment petit à petit dans l'histoire, en fait, il se rend compte que finalement, c'est un humain comme un autre et qu'en fait, il a fait des erreurs et tout d'un coup, tout un truc se déconstruit. Ouais. Il finit par être déçu. Je pense que l'inscription du Mossad vient très peu après lui. Enfin, après avoir découvert ce que lui avait fait pendant la guerre. Ouais, je me rappelle de cet épisode qui était particulièrement touchant parce que c'était comme s'il avait fait bonne figure ou il avait voulu vendre une image pendant toute sa vie et il s'est lâché un soir, quoi. Au bout d'un moment, il lui a tout avoué, quoi, les trucs. Il y avait un autre passage, moi, qui m'a particulièrement attiré, c'était la liste des livres sur les Arabes et les Juifs, en fait. Et avec toute une liste, être juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale, être juif au Maghreb à la veille de la colonisation, être juif en Allemagne, être juif à 10 ans en 1939. On a toute une liste comme ça. Et l'autre page, c'est tous les livres sur les Arabes. Alors, être arabe, les Arabes et la paix, les Arabes au présent, les Arabes d'hier et demain, les Arabes des Marais, les Arabes à Poitiers, les Arabes et les Arabettes, pour reprendre un peu les gendarmes avec Louis de Funès. Et pourquoi ce passage, en fait, de la liste
de ces deux livres-là, de ces livres, une partie sur les Juifs, une partie sur les Arabes? Bah, je crois que ce personnage, en fait, ce que j'ai essayé avec ce personnage, même en l'appelant Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu-arabe, c'était de recommencer à écrire comme une histoire commune à travers ce personnage. Et donc, il a forcément ce problème identitaire de juif et d'arabe, et à un moment, il a besoin de comprendre en fait ce que c'est être juif et être arabe, et donc il se retrouve au milieu de tous ces livres que je cite à essayer de comprendre, et il se rend compte qu'en les lisant tous, rien que par les titres, on se rend compte à quel point il n'y a pas une définition mais 50 000 définitions, et que c'est impossible de définir un juif ou un arabe de cette manière ou de cette manière. Il n'y a pas une manière d'être juif. Bien sûr, tout à fait. Comme c'est commun, c'est une caractéristique de tous les peuples en fait. On a envie de les essentialiser sur quelques aspects, et en réalité c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que vous dites au bout d'un moment. Quand il va à Tel Aviv, il dit, je cite, tout me donnait à croire que Tel Aviv était une capitale du monde arabe. Ouais. Donc ça, c'est en termes de rapprochement, on peut pas faire plus fort en fait. Ouais, mais clairement. Et là-bas, c'est lié à ce que je dis un peu dans le bouquin en fait, c'est qu'il y a plein de jeunes Israéliens qui ont à peu près mon âge, qui sont en fait leurs parents, ils venaient de pays arabes. Ouais, bien sûr. Et donc en fait, comme je le dis, parfois c'est le Mossad qui les a enlevés, parfois c'est les pays arabes qui les ont virés. Enfin voilà, il y a différentes histoires, mais donc c'est des gens qui en fait ont cette culture-là, qui moi finalement qui suis né à Paris de parents libanais et cette même recherche identitaire arabe. Ouais. Et en fait à Tel Aviv c'est ça. Donc tout d'un coup il y a des gens qui, une mère égyptienne qui a grandi en Égypte, qui finit là-bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Un restaurant égyptien, enfin forcément, normal, etc. C'est normal. Et il y a aussi quelque chose moi qui m'a frappé, c'est le statut de la France en fait. Dans le livre, c'est au bout d'un moment, il y a plusieurs passages qui m'ont fait rire. Bon, il y en a un là, c'est j'ai décidé d'acheter une étoile de David et de l'arborer fièrement dans le 80, dans le 9-3, voilà, pas 96 dans le froid. Alors déjà, est-ce que c'est vrai que vous l'avez fait ça? Non. Non. Mais non. Et vous pensez que vous aurez risqué quelque chose ou pas? Mais non, rien du tout. Ouais. Non, je joue avec les provocations. Je pense dans ce moment, je joue avec toutes les provocations. Ouais. Très bien. On se retrouve tout de suite après la petite pause. Par les lectures sur France Maghreb 2, Mohamed Koussa. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. On reprend avec notre invité du jour, Sabil Roussoub, pour son livre Le Nez Juif aux éditions de l'Antilope. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre émission en appelant 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 et gagner le roman de notre auteur du jour. Alors on en était à parler un petit peu de la France parce que l'histoire, pour la resituer de Aleph, ce personnage du livre, il se retrouve entre le Liban et la France, donc et puis aussi l'histoire des pays arabes avec Israël, et il qualifie la France de terre de paix. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le statut de la France dans ce livre? Alors aujourd'hui, terre de paix, je crois que je veux dire c'est un endroit où en tout cas sur les pays de cette région, pour dire le Moyen-Orient, c'est une sorte de refuge, je pense. Un endroit où on peut dire un peu tout ce qu'on veut. Il y a énormément de réfugiés syriens. À l'époque, c'était des Libanais. Il y a eu des réfugiés iraniens. C'est un endroit où on arrive à venir et s'exprimer. Je pense même aux Israéliens qui sont contre ce que fait le pays aujourd'hui. Ils viennent souvent se réfugier ici ou en Europe. Mais donc c'est un endroit où on peut discuter. C'est un endroit où on peut dire un peu ce qu'on veut sur tous les sujets. Donc oui, d'une certaine manière, c'est une terre de paix. Ouais. Il y a encore l'esprit du débat qui est possible et la volonté de réconciliation. Et par rapport à, on sait qu'il y a eu un changement au niveau international, et votre, pas position, parce que l'objectif c'est pas de donner sa position, mais d'expliquer, parce que là on a pas l'habitude d'avoir une voix arabe chrétienne. Vous êtes chrétien, alors que le conflit israélo-palestinien, il est souvent vu en France par des Maghrébins. Et là, on a une autre voix de quelque chose qui est assez singulier, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et que moi je trouve très très intéressant. La France, elle a colonisé les pays qui sont les pays du Maghreb, mais elle a une histoire quand même particulière avec la Syrie, avec aussi le Liban. Et on était sous mandat, nous, Français, en fait. Oui, tout à fait. Et est-ce que maintenant, la position de la France, d'après votre regard, est-ce que vous avez connu du Liban avant, elle a changé ou pas? Est-ce qu'elle a évolué ou pas? La France par rapport au Liban? Ouais, par rapport au Liban, surtout le monde arabe en général, mais particulièrement le Liban et son application dans le conflit. Je sais pas si la France a sur leur politique par rapport au Liban, je pense qu'ils savent pas comment se positionner, ils savent pas quoi dire. Mais c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Même par rapport au conflit israélo-palestinien, ils savent pas vraiment comment dire, ils sont toujours perdus. Je pense qu'il y a une grande culpabilité par rapport aux Juifs de France, où je pense qu'ils osent pas dire des choses. Bien sûr. Et puis il y a toujours eu
un affect par rapport aux Arabes, je pense peut-être dû aux colonies, qui est peut-être Ouais. parfois un peu paternaliste aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que la France sait pas du tout comment se situer et ça peut se comprendre parce que je crois que même nous on sait pas comment se situer parfois par rapport à ce conflit. Non, c'est vrai. Donc un tout à fait. gouvernement, Et par rapport au personnage lui-même, que représente la France pour lui? sa terre natale et en même temps une terre étrangère. Ouais. C'est-à-dire qu'il est né à Paris, il parle français complètement, mais depuis petit, il sent qu'il n'est pas d'ici, que son histoire n'est pas d'ici, que même sa langue finalement c'est une autre langue. C'est-à-dire que c'est bizarre, c'est comme une terre d'accueil, c'est comme c'est encore une relation assez floue, je pense. Ouais, c'est pas facile parce qu'on a l'impression de retrouver un peu ce que les gens enfin les Maghrébins qui sont issus de l'immigration, ben on ressent encore aujourd'hui, ils ressentaient avant déjà, mais ressentent encore aujourd'hui. Donc ça c'est le parallèle que, enfin moi qui issu de l'immigration, quand je lis ça, j'ai l'impression de reconnaître. C'est un discours qui me parle énormément. D'ailleurs, on lui dit à un moment donné quand il est au Liban, toi, vous les Occidentaux, on lui dit occidental et français, Ouais. tu peux pas comprendre en fait. Ouais. Comment vous expliquez ça en fait? On peut pas analyser parce qu'on n'était pas là, parce qu'on n'a pas vécu la guerre, parce que de toute façon notre regard est biaisé parce qu'on est né en France et que de toute façon la France nous a inculqué des valeurs qui ne sont plus peut-être les mêmes là-bas, que on a peut-être eu des idées. Après forcément quand on est loin, on vit pas la guerre, on vit pas le conflit au quotidien. Ouais. On peut avoir peut-être plus facilement des envies de paix, de discussion, de dialogue. Ouais, Étant bien sûr. donné que effectivement moi je suis pas palestinien, j'ai pas de mur à traverser tous les jours, Ouais. je suis pas maintenant je suis plus à Beyrouth donc j'ai plus les problèmes beyrouthins tous les jours. Ouais. Est-ce que une fois qu'on vit dans ces pays-là pendant X années, est-ce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir du recul? C'est aussi pour ça qu'on dit peut-être ce regard occidental, c'est-à-dire regard de quelqu'un qui finalement vit de loin. Parce qu'au final, c'est ce qu'on dit aussi des Maghrébins quand ils rentrent chaque été en leur disant, spécifiquement par rapport à l'immigration algérienne, de dire ouais, vous les immigrés, migrés, on disait le migré, t'es un immigré, et quand on arrive en France, dans certaines situations, on peut nous faire comprendre, voilà, qu'on n'est pas spécifiquement français quoi. Et j'ai retrouvé la même chose, cette même thématique et ça pose un problème fondamental d'identité. Et ce qui est bien, dans le livre, tout est bien, je vais dire dans le livre, voilà, je fais de la publicité pour notre auteur du jour, bien sûr, achetez le livre, et si vous voulez pas l'acheter, eh bien, appelez pour le quiz et le gagner. C'est justement de ce problème d'identité. Le problème d'identité à la fois des Juifs, parce que la question de l'identité juive, c'est une problématique qui a été traitée maintes et maintes fois dans tous les livres. Et là, c'est ce qui rapproche le personnage Aleph en tant que arabe du juif, en fait, de l'identité juive. En fait, c'était comment pour un c'est-à-dire que depuis petit, j'essaie de comprendre ce conflit et en fait finalement à la fin pour le comprendre, parce que finalement bon, la situation politique on la comprend, on sait, je dirais pas qu'on sait comment la résoudre, mais on voit à peu près comment ça devrait se résoudre. Ouais. Et à partir du moment où ça se résout pas, faut qu'on aille chercher un peu plus loin de pourquoi ça se résout pas. Et donc en fait ce truc-là, c'était d'essayer de comprendre en fait finalement l'autre, c'est-à-dire que l'autre, qu'est-ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, quelle est son histoire, et comment finalement un arabe va lire cette histoire-là juive, va peut-être aussi s'identifier à cette histoire, voir des points communs entre leurs histoires. C'était essayer de voir pas spécialement ce qui nous relie, mais plutôt de voir l'autre aussi, ce qu'il a vécu. Oui, bien sûr. Par rapport à l'identité, moi j'ai noté un truc spécifiquement par rapport aux Arabes, c'est que vous dites vous faites dire dans le personnage principal, le plus grand malheur des Arabes n'était pas Israël, mais les Arabes eux-mêmes. Et ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser au sketch de Félag, quand il cite Ibn Khaldoun, quand il dit le plus grand des malheurs, les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. Et donc on a l'impression que c'est un leitmotiv historique qui a créé une fracture au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dire au personnage? Là, par rapport à Israël, c'est même un truc au quotidien. C'est-à-dire, dès qu'il se passe un truc mauvais dans la région, c'est Israël. Ça en devient presque risible, drôle, comique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se passe tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas moi, il y a des fuites d'eau au Liban, c'est l'Israélien. Enfin, tu vois, il y a un moment où ça devient trop. Il y a une sorte de complot qui se crée. Et oui, c'est ça que je voulais exprimer clairement. Je voulais me moquer de ça en tout cas. Et par rapport à cela, c'est et d'ailleurs et même il y a une grande vague d'attentats au Liban à partir de 2005. Et en fait on croit comprendre que c'est les Syriens, et pendant très longtemps dès qu'il y a un attentat, le premier fautif c'est toujours le même, c'est le Mossad. C'est-à-dire qu'on se pose pas la question souvent dans une grande partie, on va dire c'est le Mossad sans même sans même se poser la question. On cherche pas. Et alors par rapport maintenant à la caricature elle-même, donc on a parlé, donc vous l'avez appelé le nez juif par rapport à ce que le personnage a vécu quand il était enfant. Et autre chose, là vous faites dire à certains personnages, par exemple, c'est les Juifs, ils proposent de bien payer. Oui, l'argument était implacable, il s'agissait d'argent, les Arabes perdaient leurs principes.
Pareil. Mais c'est vrai, c'est ça. Le pire, c'est que non, mais c'est vrai. Ça veut dire sur le terrain, c'est ce qui est vécu au quotidien. Donc après de le dire à travers un personnage, c'est l'objet même du roman, de faire dire des choses qui peuvent paraître dégoûtantes dans notre monde à nous, mais c'est la réalité. C'est une réalité. C'est une réalité, voilà. Ouais, tout à fait. c'est une réalité. Et ça, pareil, c'est comme des provocations. C'est comme l'étoile de David dans le 9-3. Voilà, exactement. J'ai essayé d'aller le plus loin possible et dans les plus gros clichés qu'on m'avait sortis autour de moi, ou que j'avais vu autour de moi, ou que j'avais ressenti. Au final. Et sur les trucs des Arabes qui, pour l'argent, ils sont prêts à tout. Bon, y a pas que les Arabes qui sont prêts à tout, mais c'est vrai que sur mon entourage. Ouais. Bah, il y en a beaucoup qui sont prêts à tout dès qu'on leur donne un peu d'argent. Ils sont prêts à se taire. En tout cas, au Liban, ça, je l'ai connu, et je le connais encore aujourd'hui. Des gens qui, parce qu'on te paye, tu diras pas ça et tu diras pas ci. Ouais, bien sûr. Et voilà, il y a des journalistes comme ça. Mais après, c'est la vie, effectivement. Il y a des gens qui vont te dire, faut bien qu'on vive, et ils ont raison. Non, à la fin, faut bien prendre l'argent d'où il vient. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose on est beaucoup lié à l'argent, je crois. Pas que au Liban, dans plusieurs pays arabes, on est encore beaucoup tenu par ça. Oui, bien sûr. Mais après, ça, c'est très général. Comme vous venez de le dire, mais il y a le mythe du Libanais qui a de l'argent. Ah bah ouais, comme le juif qui a de l'argent. Exactement, c'est ce que je voulais vous faire dire. C'est ça, c'est que c'est encore le point commun, on va dire entre guillemets, de manière assez caricaturale, entre le juif qui a de l'argent. Enfin, pour le commun on va dire des gens, les juifs ils sont tous riches en fait. Il y a pas de juifs au RSA, il y a pas de juifs qui galèrent à la fin du mois. Pareil pour les Libanais. Et le Libanais, ils sont tous riches, ils sont tous médecins, avocats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Moi, j'adore les caricatures parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps. Bah oui, c'est ça. Non, c'est une grosse caricature. Je crois qu'à Paris aussi, non. Il y a ce truc entre les Maghrébins et les Libanais, non. Enfin, je sais pas. Moi, je l'ai vécu avec plein de potes issus du Maghreb. Genre vous les riches, et ça se voit de toute façon parce que là, le personnage grandit dans des écoles plutôt aisées. Il y a quoi? Il y a des Juifs et des Libanais. Enfin, il dit voilà, il est Libanais. Il y a plein de Juifs autour de lui. Et c'était pour jouer sur cette caricature aussi je sais pas. Parce qu'on retrouve un autre élément de caricature. Là, c'est par rapport au Brésil. Et ça veut dire, moi j'ai trouvé ça en termes d'écriture qui est assez intéressant. C'est je vais aller à la plage parce que tout le monde pense que le Brésil c'est l'image ça, de exactement, et c'est qu'on la carte postale, quoi. Exactement. C'est pour ça que je trouve que le titre est très bien trouvé pour le livre, et que la caricature du juif, la caricature de l'arabe libanais, la caricature du brésilien, ça va parfait dans ce fil-là. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Mohamed Koussa, par les lectures sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 avec Sabil Roussoub pour le livre Le Nez Juif aux éditions de l'Antilope. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en appelant au standard de France Maghreb 2 au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et tenter de remporter le livre de notre invité du jour. Alors, on était resté sur les clichés tout à l'heure. Maintenant, un autre aspect, moi, qui m'a touché dans le livre, on en parlait un peu en antenne, c'est l'aspect dépasser les limites en fait. C'est-à-dire au bout d'un moment, le personnage, déjà son père a un problème et il veut choquer les gens, et vous le dites très bien parce qu'il insulte Dieu, il insulte le prophète des musulmans, il essaie de dépasser les limites, et on voit que le personnage Aleph, lui, se comporte un peu comme son père par rapport à cette question. Alors comme je te traite avec le nez juif, eh bien, il fait exprès, en fait, d'aller courtiser des jeunes femmes juives, etc., peut-être pour vengeance par rapport à sa mère, etc. Comment vous expliquez cela? L'interdiction, dépasser les limites. Dépasser les limites. Alors ça, c'est sûr qu'il tient ça de son père. mais je crois que c'est le rôle même de la personne qui veut créer, je pense, ou écrire, ou faire de la photo, ou en tout cas faire de l'art. C'est-à-dire, faut dépasser les interdits. Faut aller où genre, normalement on ne peut pas aller. Il faut où un politicien peut pas parler. Enfin, tous les tabous, on peut les briser. C'est une manière de parler de tout. Et je pense que c'est accepté quand c'est un artiste qui le dit. Et c'est important parce que c'est. Alors on a nous l'impression que ce sont des interdits, il y a peut-être des aspects interdits, mais tout ne l'est pas. Ne devrait pas l'être, devrait pas l'être. Et puis comme on sait, même dans l'Europe occidentale, on a progressé en science à partir du moment où on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire à l'égard de la religion, enfin tenant d'un pouvoir au bout d'un moment. Et moi je trouve que dans ce personnage-là, au-delà de cette espèce de troubadour qu'il a un peu là, il va un peu dans tous les pays, il voyage, il expérimente un peu le monde, il veut se faire de l'argent, il veut être artiste, etc. Je trouve que l'histoire de l'interdit, c'est aussi dans un personnage de roman,
c'est chercher au-delà ce qu'ils ne trouvent pas dans le cadre, tu fais tes études, tu fais comme tout le monde, tu vas bosser. D'ailleurs, dans le livre, ce qu'ils voulaient qu'il fasse, ses parents comme métier, ils voulaient faire école de commerce. École de commerce, et qu'on a l'impression que pour progresser, il faut sortir des sentiers battus et aller chercher dans l'interdit, la provoque. Ouais, toujours briser les tabous, aller dans la provoque, aller où on ne s'attend pas, où on t'a dit qu'il fallait pas aller. Je crois que tout le principe du bouquin, c'est ça, c'est en fait, il va, tout ce qu'on lui a inculqué, il va à l'encontre de tout ce qu'on lui a inculqué. Et plus il peut y aller loin, plus il ira loin. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il se crée et qu'il se comprend et qu'il se construit. Et par rapport à sa mère, à la fin du livre, bon, je vais pas spolier le livre, il y a une scène, bon, vous lirez le livre, et j'ai trouvé qu'il veut faire une photo, un montage en représentant les trois religions, et il met un fond vert, et en fait la photo est prise avec le fond vert, mais à cause de sa mère. Vous l'avez fait exprès ou pas? Dans le bouquin? Ouais, bien sûr. Évidemment, c'est fait exprès. Il y avait une sorte de... C'était pour dire que le sujet essentiel du bouquin, c'était pas ça, parce qu'à lire la première page, on peut croire que la mère est le problème essentiel du livre finalement. Oui. Et j'avais besoin d'une sorte d'apaisement sur ce sujet à la fin, de comprendre qu'en fait le sujet était ailleurs et que c'était pas ce sujet-là, c'était pas le problème d'un fils et d'une mère dans ce bouquin, mais c'était un autre problème, et que la mère était là comme un vecteur qui a permis au fils finalement de se remettre en question lui-même. Et pas de reprocher à elle ce qu'elle aurait pu lui dire, c'est-à-dire dans le bouquin par rapport à la caricature, voilà, sale juif, t'es moche, ce genre de choses. Mais souvent on retrouve aussi ça dans de l'insulte, on va dire, mais c'est pas forcément pour humilier la personne, parce qu'il y a un côté, c'est bizarre ce que je vais peut-être te dire, mais le fait de trouver comme ça un petit nom, alors là c'est plus qu'un petit nom, mais c'est de créer aussi un rapprochement. Un rapprochement. Ouais, un rapprochement. Alors parce que par exemple, il y a d'ailleurs mon petit gros, mon petit nègre. Ah ouais. Je sais que par exemple, dans la culture maghrébine, quand tu dis ma petite kahloucha, à la base, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif. Ouais. Mais ça peut c'est être un peu câlin, quoi. C'est exactement. T'es mon petit truc à moi avec tes défauts, mais je te caresse, je te prends proche de moi, je te fais des bisous, etc. J'ai ressenti ça, moi. Moi, j'ai ressenti ça, moi, dans le personnage. Il y a ce sentiment, mais je crois qu'on le voit quand même dans le livre. Il y a beaucoup d'amour. Le personnage, tout le bouquin te dit que finalement, il aspire à la famille, mais qu'en fait, avec la famille, il n'arrive pas à se construire, donc il a besoin de sortir de là. Ouais, tout à fait. De briser un peu aussi ce petit interdit voilà, on va pas être tous ensemble, on va pas tous s'aimer parce que finalement j'ai besoin d'être ailleurs, mais ça veut pas dire que je vous aime pas. Bien voilà, sûr. il y a toute cette relation. Bien sûr. Il veut se construire en tant qu'individu, et on sait très bien qu'il y a des cultures où le groupe en fait prend le pas sur l'individu. Ouais. Et là, quand on parle de son oncle, il parle de son père, parle de sa mère, puis même l'influence des femmes dans la vie de quelqu'un qui est en train de se construire. Voilà, c'est le lot quotidien. Ouais, c'est le lot quotidien en fait de ceux qui veulent s'émanciper sans couper forcément les liens. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors encore plus chez les Libanais, mais il y a ce gros sentiment de famille, c'est-à-dire que la famille c'est essentiel. Il y a des raisons. Et les Juifs, les Libanais, et les Juifs. Et moi, je crois que parce qu'on en parle. Maghrébins. Mais bien sûr, mais les Maghrébins c'est pareil. On retrouve une culture qui est commune. Vous le décrivez avec la mère juive en fait. Ouais, je décris avec la mère juive. Ouais, la mère juive. Bah ce cliché aussi. Finalement, une mère, c'est une mère. Une mère, c'est une mère, ouais. Mais ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ces traditions? Comment on devient quelqu'un? Comment on arrive à sortir de ça? Je sais pas, je crois que c'est un gros sujet que j'ai commencé à aborder dans ce bouquin et que je vais continuer à aborder, c'est-à-dire que voilà, c'est intéressant. Bah ouais, on grandit avec un nom de famille, une parole à porter, un pays à porter, une histoire à porter. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça si on n'a pas envie, si on a envie d'aller ailleurs, si on pense autre chose? Mais tout en disant que oui, on aime cette famille, on aime ce qu'on nous ont donné, on les aime pour des raisons diverses. C'est très dur de savoir comment se situer par rapport à ça, surtout quand comme vous le dites, le groupe est important, quoi. Bien sûr, tout à fait. C'est sur ces paroles qu'on va faire une petite pause, et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au standard de France Maghreb 2. Il reste pas très longtemps avant la fin de notre émission. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. J'en oublie le numéro de téléphone, et tenter de remporter le livre de Sabine Roussoub, Le Nez Juif. À tout à l'heure. Par les lectures sur France Maghreb 2. Mohamed Koussa. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Voilà, France Maghreb 2, on reçoit aujourd'hui Sabine Roussoub pour son livre Le Nez Juif, un roman aux éditions de l'Antilope. Donc on a décrit un petit peu avec l'auteur un peu les péripéties de ce personnage et tous les différents thèmes qu'il a abordés.
dans le livre. Donc je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en appelant 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour remporter le livre et participer au quiz. Alors n'ayez pas peur, le quiz c'est super simple, ne vous inquiétez pas, c'est un jeu d'enfant. Voilà notre dernière partie d'émission, donc on attend vos appels avec impatience. Sabine Roussoub, on a parlé un peu du contenu du livre, un peu de vous. Maintenant, en tant qu'écrivain, parce que c'est quand même un exercice assez sérieux, qui demande un peu enfin beaucoup même de technique, de réflexion. Comment vous avez vécu cette expérience d'écrivain? Pour ce premier bouquin, de manière extraordinaire. J'en parlais encore à une amie ce midi. J'ai dit que le moment où j'ai écrit ce bouquin, je crois que c'est une des plus belles périodes de ma vie. Ouais. C'est-à-dire que je m'étais autorisé pendant 2 semaines à rien faire. J'avais assez d'argent, j'étais chez ma grand-mère et tous les jours j'écrivais. La grand-mère de Aleph, là, où où les services secrets ils viennent le chercher. Exact, chez elle, exact. Et c'était incroyable. Enfin, c'est un moment de liberté, c'est un moment de liberté où tout est possible en fait. C'est un monde où tout est possible et où on peut tout dire, donc c'est assez incroyable. Et au niveau de l'écriture, vous avez des moments préférés d'écriture? Je demande souvent cette question parce que j'aime bien savoir, plus la nuit, plus le jour. Moi le matin très tôt. Ah ouais, c'est ce plus c'est plus 5h 6h du mat. Vous êtes déjà prêt à écrire? Ouais, et à midi en général c'est fini. J'arrive plus à sortir une ligne qui est potable. Ah oui. Ah oui, c'est fini. Donc toute l'énergie, c'est entre 5-6 heures du matin jusqu'à midi. Ouais, là je suis très bien, c'est parfait, tout va bien et puis après c'est fini, il faut passer à autre chose. Ouais. Très bien, donc on a un auditeur qui est avec nous à l'antenne pour participer au quiz. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Kamel d'Aubervilliers. Comment allez-vous? Eh ben écoutez, ma foi, tout ça va bien. Ça va très bien. Oui. Vous avez écouté l'émission? Oui. Ça va, ça vous plaît? Vous êtes content? Vous voulez gagner le livre alors? Effectivement, on va tenter notre chance, on va bien voir. Hein. Ouais. Alors, je vais vous poser les questions et c'est très simple. Vous devez juste répondre pour gagner le livre. Pour gagner le livre. Ouais. Alors, première question. Comment s'appelle l'auteur du livre? Alors, en principe, c'est Sabine Roussoub. Voilà, bonne réponse, mesdames et messieurs, de Kamel d'Aubervilliers. C'est très bien. Ensuite, le titre du livre. Le titre du livre, Le Nez Juif. Oui, tout à fait. Bonne réponse de Kamel d'Aubervilliers. Et enfin, à quelle maison d'édition est édité le livre? Les éditions... Alors, attendez... peut-être... Pourtant, je l'ai répété, je sais pas combien de fois. Hein. Ouais, oui, mais il y a une référence à la forêt, à la jungle, le livre de la jungle. Voilà, non, les éditions d'Antilope, c'est ça. Voilà, tout à fait. Bonne réponse de Kamel d'Aubervilliers avec le livre de la jungle. Non, c'est pas le livre de la jungle que vous allez gagner, mais le livre de Sabine Roussoub, le roman Le Nez Juif, que nous allons vous envoyer. Donc vous ne quittez pas, on va prendre vos coordonnées pour vous envoyer le livre à votre adresse. Kamel, merci à vous d'avoir participé. Merci à vous, merci, je remercie tous les auditeurs et puis merci. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir, bon courage. Voilà, c'est bien. Voilà, encore un livre qui va faire peut-être un heureux et découvrir l'histoire de Aleph, ce jeune Libanais qui va traverser des péripéties à travers le monde parce qu'il se retrouve sur plusieurs continents différents. On en était à parler un petit peu de l'expérience d'écrivain de Sabine Roussoub et vous êtes plus, pour terminer sur ce sujet-là, avec l'ordinateur ou écrire à la main? Ordinateur, toujours. Ordinateur. Ouais, j'ai du mal j'essaie parfois à la main, mais ça fonctionne pas. Ouais. Mais alors maintenant j'ai un nouveau truc, j'écris sur l'iPhone. iPhone. Là on est dans le futur. On a dépassé tous les moyens d'écrire. Non mais c'est bien, là, c'est très bien. Et il y a dictaphone aussi. Ouais, parce que là on a reçu la dernière fois Ludovic Herman Wanda pour son livre Prison, il nous disait que lui, par contre, il préfère écrire la nuit. Ouais. Et que il écrivait à la plume. À la plume. Ah ouais, je l'ai vu en plus. Voilà, il écrit à la plume, donc on est dans un autre rapport à l'écrit, mais de toute manière, ça c'est les sensibilités, donc donc je pense que voilà, vous avez vécu une expérience qui était très positive à travers le roman, et vous nous avez dit que vous aviez donc un projet encore qui est en cours et que bientôt donnera lieu
un autre livre. Tu peux faire de la pub pour un truc? Bien sûr. Parce que je suis le commissaire d'une expo photo sur Beyrouth à l'Institut des cultures d'islam à Paris de mars à juillet prochain, en 2019. Très bien. Et voilà, j'invite tout auditeur. Il y a site internet, il y a... Ouais, c'est ici ou Institut des cultures d'islam sur Google, on tombe directement dessus, c'est celui qui a la goutte d'or. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc j'encourage tout auditeur d'aller voir l'expo. Une expo photo? Une expo photo, pas de mes photos, mais donc de photos. Commissaire, donc c'est toi Moi, qui t'occupes du choix des photographes qui vont être exposés. D'accord, très et donc bien. Ça va être des photographes libanais et français. Mais vous avez un rapport à la photographie. Moi, le personnage, il fait de la photographie. Et vous, à titre perso? Oui, je fais de la photo et je continue la photo. Très bien, très bien. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notre émission par les lectures tous les mercredis. Alors quant à nous, nous nous retrouvons le 2 janvier avec un autre invité. Donc c'est Rachid Santaki. Rachid Santaki vous le connaissez parce que c'est lui l'initiateur des Dictées géantes et romancier pour son livre Le Ghetto dans la peau que nous allons présenter avec un concept assez particulier. Voilà. Et donc la phrase pour terminer notre émission que j'ai tirée du livre, bien sûr, de notre invité du jour. Je me suis enfermé chez moi pendant quelques jours pour lire. Seuls les livres pouvaient me réconcilier avec les hommes. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous sur France Maghreb 2 et votre émission par les lectures. On se donne rendez-vous après les vacances, d'accord? On se donne un petit peu de temps, on profite en famille de ces vacances et on va se retrouver avec plaisir pour reparler de lecture, d'écriture, d'auteur et de tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. À la prochaine fois. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.